Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique ce matin sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale, c'est Didier Guillaume. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de campagne de Manuel Valls et président du groupe socialiste au Sénat. Merci d'être avec nous pour vous interroger. À mes côtés ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Merci Christophe et Gilles d'être avec nous. Didier Guillaume, après le débat d'hier soir, Manuel Valls est apparu comme celui qui assume le bilan. Benoît Hamon est apparu structuré. Un débat sur le fond, vous en avez retenu quoi ? C'était un très bon débat. Et j'espère que ce débat aura permis aux femmes et aux hommes, aux électrices et aux électeurs, aux téléspectateurs, d'aller voter dimanche. Parce que ce que nous souhaitons et ce qui est important pour la gauche, c'est qu'il y ait beaucoup de votants dimanche au deuxième tour de la primaire. Et je pense que l'enjeu essentiel de ce débat, c'était cela. Ils ont pu voir une confrontation entre deux amis, avec des lignes différentes, avec des orientations différentes. C'est bien normal. Mais en même temps, respectueux de l'un et de l'autre. Pour autant, je pense que c'est un bon débat. A-t-il un peu renversé la tendance, je dirais, arithmétique du premier tour, au vu de ce débat d'hier soir ? Non, mais l'arithmétique, à mon sens, et Gilles Leclerc... Elle penche plutôt pour Benoît Hamon. Ne compte peu, vous savez, dans les élections, ça fait 25 ans que je suis dans la vie publique. Le deuxième tour, tous les compteurs sont remis à zéro. Si on regarde le score du premier tour, Benoît Hamon était en tête de 5%. Mais qu'est-ce que c'est 5% pour un deuxième tour, ça ne compte pas. Avec des soutiens. Bien, oui. Dites-moi, Benoît Hamon, justement, c'est le choix du rêve. Est-ce que vous avez envie de nous dire ce matin, qualifier ça comme étant pas sérieux ? Non, je pense que Benoît Hamon a qualifié son projet de rêve, etc. C'est bien de rêver, mais tout bonheur que la main n'étreint pas n'est qu'un songe. Moi, je veux bien rêver, mais je veux du concret. Et le projet de Benoît Hamon, malheureusement, aujourd'hui, en l'état actuel, il n'est pas financé et il n'est pas finançable. Il finance son projet à crédit, sur les générations futures. Il finance son projet par l'augmentation des impôts inéluctables et ce n'est pas possible. Donc il y a des différences. Alors il dit plutôt je finance en laissant filer la dette. Oui, bien sûr. Par exemple sur le revenu universel. Oui, mais la dette, ce sont les impôts que paieront demain nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Ce n'est pas sérieux. C'est pour ça que moi je suis assez sévère avec ce projet de revenu universel. Je crois vraiment que ce ne peut pas être un projet porté par un candidat de gauche à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que Valls, par exemple, c'est le candidat de la fiche de paye, on pourrait dire, pour le qualifier, et puis Hamon, le candidat de la feuille d'impôt, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est ce qu'a dit Manuel Valls hier soir. Manuel Valls, lui, souhaite être le candidat de la fiche de paye, en créant le revenu décent, en augmentant la prime d'activité, en défiscalisant les heures supplémentaires, en augmentant les petites retraites, et notamment pour l'agriculture. Et Benoît Hamon, en faisant vous vous rendez compte ? Ça ne parle pas à vos téléspectateurs et à vos auditeurs de Sud Radio, mais 500 milliards, 500 ou 400 milliards le coût du revenu universel, mais c'est plus que le budget de l'État. Mais Didier Guillaume, on a un peu l'impression que cette campagne à gauche, vous avez été surtout en contre par rapport notamment à cette mesure emblématique, en tout cas aux yeux de Benoît Hamon. Si on dit au fond, qu'est-ce que vous retenez sur le fond du projet de Manuel Valls ? C'est je suis contre les propositions. Non, c'est un peu l'impression qu'on a eue. C'est vrai, vous avez entièrement raison. C'est que le débat s'est structuré depuis un mois autour du revenu universel. C'est un sujet très large dont beaucoup de gens parlent. Et je pense que c'est très important. La grande différence entre le revenu décent de Manuel Valls et le revenu universel proposé et le revenu universel proposé par Benoît Hamon, c'est la grande différence d'un côté entre la société du travail et de la feuille de paye et de l'autre côté avec une autre conception de la société. Enfin, aujourd'hui, moi je pense que c'est bien de faire rêver, mais on ne reviendra pas. Excusez-moi, je termine ma phrase. Allez-y. On ne reviendra pas, on ne démarrera pas à 32 heures de travail par semaine. Ça n'a aucun sens. Comment peut-on se C'est dans les projets de Benoît Hamon. Comme le candidat du travail, quand on voit le résultat, 5 millions de chômeurs, évidemment, ils ne sont pas tous attribués à Manuel Valls et à sa politique, mais quand même, il y en a 1 million de plus aujourd'hui. J'espère que vous plaisantez là. Non ? Non, je ne plaisante pas du tout. Mais vous regardez ce qui se passe autour de nous. Je regarde les chiffres du chômage. Je pense que vous plaisantez, ou alors vous avez assez mal vu, puisque pour la première fois depuis 2007, le chômage a baissé en France. Pas au mois de décembre. Non, mais au mois de décembre. Peut-être pas hier et peut-être pas demain. Peut-être que demain, il y aura 3 chômeurs qui sont en formation. Les personnes qui sont en insertion, ce sont des personnes qui retrouvent les chemins de la République, qui retrouvent de la dignité. Et vous ne pouvez pas contester, ce n'est pas assez la baisse du chômage, que pour la première fois depuis 2007,
le chômage en France a baissé en 2016. Il a augmenté en décembre, il a baissé sur l'ensemble de la période. Si Benoît Hamon gagne dimanche, c'est une possibilité quand même, vous vous rangerez comme Manuel Valls derrière lui, vous vous voyez faire des meetings aux côtés de Benoît Hamon, donc défendre finalement ce que vous critiquez aujourd'hui, c'est-à-dire le revenu universel. Est-ce que vous voyez... critiquer par exemple sa mesure sur la légalisation du cannabis, vous ferez campagne avec lui ? Bien sûr, mais je pense qu'il faudra que le gagnant de dimanche, moi j'espère que ce sera Manuel Valls, et c'est encore possible, et je vais tout faire pour, devra rassembler les autres. Mais enfin, est-ce qu'en 2012, Martine Aubry était porte-parole de François Hollande? Non. Est-ce qu'en 2017, Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé sont porte-parole de François Fillon? Non. On voit bien que dans la finale d'une primaire, eh bien, le candidat qui l'emporte rassemble son camp, mais l'autre ne fait pas partie Mais vous lui demanderiez, par exemple, de corriger un peu sa feuille de route? Bien sûr. Par exemple, sur la mesure phare? Je lui demanderai ça parce que je pense que pour rassembler son camp, pour rassembler la gauche, il faut faire des efforts. Si jamais Benoît Hamon l'emporte dimanche, que devient le Parti socialiste? Est-ce que c'est l'éclatement du Parti socialiste qui est en vue? Est-ce que vous le craignez? Vous direz, je vous dirais, si je voulais parler franchement, que je me fiche de... Parlez franchement. Ben, je vais vous dire, je me fiche de ce que devient le Parti socialiste. Je m'en fiche totalement. Ah ben c'est un aveu quelque part. Non, mais je vais vous répondre. Je suis membre du Parti socialiste depuis des décennies. Moi, ce qui m'importe, c'est pas ce que devient le Parti socialiste. C'est ce que devient la France. C'est ce que deviennent les Françaises et les Français. Parce que l'enjeu de cette primaire, que Manuel Valls évoque tous les jours, et peut-être malheureusement Benoît un petit peu moins, c'est pas de gagner la primaire. C'est pas d'être premier secrétaire du Parti socialiste. C'est pas de savoir ce que va faire le Parti socialiste demain. C'est est-ce que nous pouvons, oui ou non, être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Au cœur de l'actualité, il y a l'emploi de Pénélope Fillon comme assistante parlementaire de son mari, François Fillon. Vous êtes président du groupe socialiste au Sénat, vous connaissez bien les parlementaires. Alors, est-ce que François Fillon, qui a demandé à être entendu très rapidement, on parle d'ouverture d'une enquête préliminaire hier du parquet financier, il veut être entendu rapidement, est-ce qu'il a raison de vouloir s'expliquer tout de suite? Est-ce que vous voyez un problème aussi dans vos troupes? Mais bien sûr qu'il a raison de s'expliquer. Cette situation est mise sur la place publique par le Canard enchaîné. Maintenant, il faut faire toute la clarté. Il n'y a rien qui interdit un mari d'embaucher une femme ou d'embaucher ses enfants. Enfin, moi, dans les sénateurs, c'est des courants, par exemple. Non, je vais vous répondre. C'est dans les entreprises artisanales, chez les commerçants, les gens travaillent en couple ou en famille. On passe et avec les enfants. Alors, c'est quoi? C'est la nature de l'emploi qui est en question? Non, c'est pas la nature de l'emploi. Peu importe. Il y a des règles. Il faut avoir des diplômes et on peut. Moi, j'ai toujours été opposé. Je suis très à l'aise. Je suis opposé à cela. Je pense que lorsqu'on est élu, par l'exemplarité et la clarté, on ne peut pas avoir comme salarié sa femme, son mari. Et dans le groupe socialiste au Sénat. Bon, il y a sûrement je pense qu'il y a quelques sénateurs ou sénatrices, pas nombreux, qui le font. Mais c'est pas ça. Vous seriez sur la suppression quand même de ce principe? Ça existe en Allemagne, ça existe au Parlement européen, par exemple. Oui, mais moi, ça me dérange. Mais le sujet, c'est pas ça. Et les candidats ont été clairs hier soir. Si Madame Fillon a travaillé avec son mari, c'est légal, il n'y a pas à en faire un plat. Après, on peut dire, je veux changer la loi sur autre chose. Si elle n'a pas travaillé, c'est plus grave. C'est tout. Mais l'enjeu est là. Donc, il faut que François Fillon s'explique. Et je ne doute pas qu'il le fera ce soir. Est-ce que ça éclabousse l'ensemble de la classe politique? Oui. Est-ce que ça la salit? Oui. Aujourd'hui, vous savez, ça, c'est du pain béni pour Madame Le Pen. Aujourd'hui, ce genre de mesure, Madame Le Pen n'a pas à bouger. Vous avez raison de dire cela. Ça salit toute la politique. Parce qu'on va dire c'est tous les mêmes. Une fois, on va encore une fois de plus montrer du doigt. On va dire le populisme va gagner du terrain. Marine Le Pen a affaire aussi avec quelques affaires. Oui, mais alors ce qui est dingue, ce qui est absolument dingue, c'est que le Front National, c'est une PME familiale. Le Front National va chercher de l'argent, je ne sais pas trop où, dans l'extrême droite américaine ou chez Poutine ou en Russie. Mais tout ça, ça glisse. Et dès qu'il y a un élu qui est mis en cause ou pas, d'ailleurs, qui est... Voilà, bon... Quand c'est le Front National, on en parle aussi malgré tout. Non, je ne dis pas que vous n'en parlez pas, mais pour les gens, ça n'a pas le même effet. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que ce que les Françaises et les Français demandent aux responsables politiques, je trouve qu'ils sont plus indulgents avec ceux du Front National. François Fillon dit que c'est le début des boules puantes de cette campagne. J'espère que non, parce que franchement, alors une campagne qui démarre comme cela, si c'était des boules puantes, ce serait dramatique. Didier Guillaume, je reviens quand même sur l'affaire Fillon, mais au-delà sur le principe, vous, en tant que président du groupe socialiste ici au Sénat, vous seriez pour une proposition de loi qui supprime
l'embauche de tout conjoint d'un parlementaire. C'est pas un peu hypocrite parce qu'on peut faire travailler aussi un proche qui n'est pas... Mais évidemment, c'est pour ça que moi qui n'ai pas la langue de bois en général, là je vais en faire un peu, je ne vais pas vous répondre à cette question. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, chaque fois qu'il y a un fait, dire on va faire une loi. C'est pas ma conception de la vie politique. C'est dans la durée. Regardons ce qui se passe là. Le Sénat a beaucoup avancé d'ailleurs avec Gérard Larcher pour clarifier un certain nombre de choses, mais je ne pense pas qu'il faille se dire après cela, on va faire une loi. Et si demain, on s'aperçoit que tout ça, c'est du flan, ça n'aurait aucun sens. Donc moi, je ne fais pas de procès d'intention. Hein. Encore une question. Emmanuel Macron menace de porter plainte ce matin contre ceux qui l'accusent d'avoir utilisé 120 000 € de Bercy, a priori, lorsqu'il était ministre, pour lancer son mouvement En Marche. Attaque venue hier des Républicains et notamment de Christian Jacob. Pour vous, Macron n'a pas fauté ? Je n'en sais rien. C'est comme tout ça, c'est comme le fait que vous parliez avant de Madame Fillon. Tout ça, c'est pas bon pour la politique. Moi, je ne sais pas ce que Macron a fait ou pas fait. S'il doit y avoir des éléments pour la justice en saisira. Je pense que franchement, et je le dis avec beaucoup de force aux téléspectateurs qui nous écoutent, si la campagne présidentielle c'est de faire cela, c'est de montrer du doigt, c'est d'accuser tout cela, je vous dis que les gens vont se détourner totalement de la politique. Et moi, ce qui m'importe, c'est que les gens s'intéressent à la politique. Didier Guillaume, les premiers pas de Donald Trump comme président des États-Unis. Le mur avec le Mexique, le président mexicain ne veut pas le payer, mais Donald Trump veut le faire. Il s'est également exprimé sur la torture, en vantant l'efficacité hier. Ça mérite d'être clair. Il fait ce qu'il a dit qu'il ferait pendant la campagne. Oui, vous savez, les populistes, les gens un peu extrêmes, on a toujours tendance à dire, bon, ils ont un programme dur, puis lorsqu'ils arriveront aux responsabilités... Vous le qualifiez de populiste, le président américain, aujourd'hui ? Ah ben, 100% populiste. Oui, c'est... Donald Trump, 100% populiste. Ah mais c'est la caricature même du populisme. Je vais vous dire ce que vous voulez entendre. Voilà, donc il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. C'est 100% populiste. Mais c'est terrible qu'un président des États-Unis qui veut détruire l'Europe, qui incite l'Europe à se disloquer, un président des États-Unis dont un des premiers actes, des premiers décrets, c'est de signer la construction d'un mur entre le Mexique et les États-Unis. Je pense que... Vous avez vu que le président mexicain hésite à partir, à aller à la Maison-Blanche. Bien sûr. Je pense que le début de la mandature de Donald Trump va être difficile. J'ai vu là, les images à la télévision de la manifestation dite des femmes, où il y avait des centaines et des centaines de milliers de manifestants et de manifestantes. Ouais, tout ça, c'est pas bon. Trump, Poutine, le populisme ambiant. Moi, je vais vous dire, ça a des accents d'il y a très longtemps, tout cela. Et moi, je suis vraiment très inquiet par ce climat. La politique doit se grandir par les idées, ne doit pas se rabaisser par tout cela.